Putain, tout le monde a. Et j'ai réussi à le renverser, tu vois. Ouah, en kimono. Ouah, tu vois, le Faisto, le mec qui fait tout, tu vois. L'homme à tout faire. Donc, c'était moi qui allais faire les courses. C'est moi-même qui ai nettoyé le caca quand les toilettes étaient bouchées. C'est moi qui ai nettoyé les caleçons de Diogo. Salut les Jujiteros et j'ai envie de dire salut les Lutadores. Aïe, Aujourd'hui aïe, avec aïe. moi, eh ouais, j'ai une légende de la lutte à livrer française en plus. Le gars est plus à présenter, vous le voyez à côté de moi. C'est le seul Français à avoir participé à la DCC. On le voit encore sur les tatamis en compète. Il accompagne l'équipe Galvao sur les compétitions. Il s'entraîne avec eux. Il a plusieurs salles dans toute la France. Nicolas Régnier. Nico, merci de me faire l'honneur d'être sur la chaîne. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Alors, je veux juste te corriger. Je suis pas le seul Français à avoir participé à la DCC. Il y a eu aussi Laurence Cousin et on a eu Kassim Annan. Et on a eu aussi cette année Aurélie Vernier, C'est vrai. dont on n'a pas beaucoup parlé en France. Bon, c'est toujours pareil quand on n'est pas en métropole ou on n'est pas à Paris, on parle pas beaucoup de toi. Mais, euh, mais voilà, moi, le petit truc en plus, c'est que j'ai participé 6 fois, j'ai gagné 4 fois les sélections et j'ai été invité 2 fois. Donc, c'est le petit truc en plus, on va dire. Mais alors, quand je dis seul français, c'est je pensais chez les hommes. Et c'est vrai que chez les femmes, tu parlais d'Aurélie. Je fais un petit crochet par Aurélie. J'étais un des seuls à l'inviter sur la chaîne après son titre au championnat d'Europe. Tu vois, et je m'étonne même de ne pas la voir être interviewée sur d'autres chaînes. Enfin, tu vois, de gars qui se mettent dans le monde du jiu-jitsu, du grappling Ouais. et tout, de ta livrée, de ne pas la mettre en avant. Et sachez en avant-première pour toi et pour tout le monde que je l'ai déjà contactée, moi, pour qu'elle elle soit interviewée sur la chaîne. Elle m'a dit oui. Maintenant, il faut qu'on Ah, cale une date. super, super. Nico, on revient à toi. Alors, ben, t'es très connu, t'es très présent de partout, hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, mais aussi présent dans la réalité. T'es sur le terrain, comme je disais, sur le tatami, auprès des champions. Et je voulais vraiment t'avoir sur la chaîne pour que tu nous partages cette évolution, enfin, l'évolution de Nicolas Régnier depuis que tu as fait ce déménagement de la France vers le Brésil, parce qu'on dirait que ça a donné un second coup de souffle à ta carrière, Mhm. à ta vision aussi de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà qu'est-ce qui t'a poussé à retourner au Brésil et Ouais, comment bien sûr. ça s'est mis en place pour toi? Ciao, ciao. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, déjà, la raison pour laquelle je suis parti au Brésil, bon, ça faisait déjà un moment qu'avec ma femme, on voulait quitter la France. Pas la France, en fait, plutôt Paris. Voilà, on se voyait pas vivre à Paris toute notre vie. Même si j'aime beaucoup cette ville me donne, m'a beaucoup donné et continue de me donner beaucoup et que j'adore cette ville. Voilà, on avait envie de vivre d'autres choses aussi. Hein, pour les Parisiens, vous savez comment il est le temps, vous savez comment c'est. Voilà, ça faisait déjà plus de 30 ans hein, que j'étais sur Paris, donc j'avais envie de vivre d'autres choses et j'avais aussi envie de vivre ce que ma femme a vécu parce que ma femme elle est brésilienne et donc elle m'a rejoint à Paris et loin de sa famille, loin de sa culture et tout, c'était pas du tout un choix. Au Brésil, j'ai pas d'argent. Enfin, comme souvent on a un peu on fait des raccourcis en France. Elle est brésilienne, donc c'est que elle avait pas dosé et tout. Ma femme, c'est elle qui me payait tout au début parce que elle travaillait, elle était avocate au Brésil. Et donc, c'est elle qui, qui prenait soin de moi au début, on va dire. Euh, et, euh, et du coup, voilà, on s'est rencontrés et tout, et elle est venue en France pour moi, parce qu'elle a cru aussi à ce projet Fight aussi, entre autres. Et donc, elle est venue et donc, je voulais aussi vivre ce truc-là de partir loin de sa culture, lui rendre aussi l'appareil de ce qu'elle a fait pour moi. Même si c'était pas non plus, on n'est pas parti, je vais pas citer le nom de ville parce que des fois, je cite des noms de ville et les gens, mais bon, tu peux imaginer des villes un peu moins sexy que Paris. C'était pas ça, mais bon, voilà, on avait envie de partir de Paris et donc, du coup, bah, comme beaucoup de personnes, je pense, le Covid a accéléré un peu les choses. Toi, on est parti au Brésil et en vacances pendant le Covid. Et en fait, on n'est jamais revenu. On a décidé sur ce moment-là de rester au Brésil. Et voilà. Et en fait, moi, déjà, ça fait un moment que l'activité commençait, où les gens savent peut-être, c'est difficile d'être et professeur et compétiteur. Voilà, au fur et à mesure, en fait, quand tu as un prof, bah, tu fais ça, tu montes, tu montes, tu montes. Mais après, quand tu deviens professeur, bah,
c'est très difficile en fait de rester. En fait, tu peux rester au même niveau, mais de continuer à évoluer, c'est vraiment difficile. Et ça a été difficile pour moi en vrai, parce que je pense que c'est le niveau que j'ai atteint quand j'avais 21, 22, que j'ai réussi à garder assez longtemps, jusqu'à mes 30 ans à peu près. Après, j'ai eu mes enfants et tout, donc tu connais aussi, c'est pas facile. Donc voilà, donc en vrai, mon niveau au début, il a fait ça. Donc après, quand j'étais prof, il continue un petit peu à avancer. Puis après, ça commence à se décliner. Oh, la pente vertigineuse. Pendant le Covid, après le Covid, je suis revenu, c'était horrible. Horrible, aucune sensation, mal, vraiment moche, pas de force, pas d'envie, rien, quoi. Et du coup, bah, on est parti au Brésil. Et puis, bah, pareil, ouais, je te raconte un peu tout dans le détail, Ouais, vas-y, vas-y. mais voilà, après, on est parti au Brésil. Et du coup, bah, au Brésil, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer quand même, je vais kiffer, hein, je suis au Brésil. Il n'y a plus de club sur place. J'ai plus besoin de faire du présentiel en fait. Et du coup, il fallait que je fasse. Bah, je travaillais différemment. Maintenant, je travaille différemment. Je travaille vraiment à distance. WhatsApp, les logiciels et tout. On travaille avec l'équipe différemment. Donc, c'est aussi apprendre à travailler de cette façon-là aussi. C'est sympa. J'aime beaucoup. Enfin, c'est un défi. Tout le monde me disait, ah, mais ça marchera pas. Gérer son business à distance, tu n'y arriveras pas. Bon, comme toujours, tous les trucs, ça marchera pas, ça n'y arrivera pas. Et bon, je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Euh, et du coup, j'ai commencé à reprendre l'entraînement. On prend l'entraînement tranquillement. Et puis voilà. Puis en fait, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, de professeur en professeur et de partenaire d'entraînement en partenaire d'entraînement, bah voilà, j'ai recommencé à avoir des sensations, de reprendre la préparation physique, euh, être suivi aussi par des nutritionnistes, psychologues, etc., pour essayer de, pas forcément pour être compétiteur dans un premier temps, mais surtout pour pouvoir reprendre l'entraînement, euh, on va dire, où tu peux t'entraîner vraiment tous les jours et être quand même compétitif. Tu peux être quand même quelqu'un sur le tatami, peut-être, si on peut dire ça. Tu vois, commencer un peu à dominer les gens, commencer à les soumettre, et voilà. Parce que bah, je suis revenu, c'était vraiment, même des ceintures blanches, je me mettais en galère, quoi, sans, sans diminuer les ceintures blanches. Mais voilà, pour dire que, bon, même malgré toutes les années d'entraînement, bah, si on n'est pas là, on n'est pas là, quoi. Et puis voilà, bah, avec le beau temps et tout, le lifestyle. Et puis bah, j'ai eu cette rencontre avec le maestré Melki Galvao. Euh, et franchement, bah, il est vraiment incroyable. Sa team incroyable, lui il est incroyable. En étant plus proche d'eux maintenant tous les jours, d'être allé avec eux aussi à la DCC, j'ai pu voir vraiment, bah, comme tout le monde, hein, il a ses défauts, il a ses qualités, mais c'est vraiment un entraîneur incroyable et il a su avoir les bons mots au bon moment. Lui et aussi Diogo. Diogo aussi joue un gros rôle là-dedans. Euh, Diogo, franchement, c'est humainement incroyable aussi. Et ils ont réussi à me remotiver, à me remettre dedans avec les bons mots au bon moment. Ah, mais viens, on va s'amuser, on va faire une petite compète, tu vois. Ah bon, on va s'amuser. Je savais pas qu'on s'amusait en compète. Moi c'était toujours la guerre, concentré, énervé, tu vois. Ah bon, on va s'amuser. Bon, bah, ok, on va s'amuser. Puis, bon, bah, on fait défoncer. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, on s'est bien amusé quand même, non? Ouais, je sais pas. Ouais. Et puis, ainsi de suite, de fil en aiguille, bah, je perds, je regagne un combat, je perds après. Je perds, je regagne un deuxième, un troisième. Ah, puis putain, je regagne ma première compète. Ah, puis je regagne ma deuxième compète. Et puis voilà, on essaie d'avancer comme ça, tranquillement. Et puis de se mettre petit à petit des objectifs, quoi, sans brûler les étapes. Ouais. C'est, ça me parle. Alors, il y a plein de choses que tu as évoquées. Bon, moi, je savais déjà parce que bon, On échange régulièrement. on échange régulièrement. Je suis venu sur un de tes stages à Rio en Mm. 2021 ou 2022. Euh, on s'était revu sur un stage quand tu étais revenu en France. Bien sûr, tu avais ramené il y a 2 ans là, l'équipe de Melki Galvao avec Mika, avec Diogo. Alors, Diogo Reis, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, champion de la DCC, double Ah, champion de pardon. la DCC. Donc, oui, tout ça, je savais, mais Attention, ouais, écoute bien. Écoute bien la perte. Vainqueur des sélections et vainqueur des deux ADCC sans avoir pris un seul point. À aucun moment, quelqu'un lui a mis un point. En fait, les gens, ils se rendent pas compte de la performance que c'est parce que, bah, voilà, il a son jeu du baby shark, il met son bonnet avec son truc de requin et tout machin.
c'est bien aussi parce que les gens, ils le prennent pas trop au sérieux. Tu vois, les deux fois, il était jamais favori. Même cette fois-ci, il avait gagné la dernière fois. C'était, ouah, il s'est fait finir, enfin, il s'est fait battre par Pato. Bon, Fabricio André, il est balèze, il va arriver, il va le défoncer. Enfin, à chaque fois, il est jamais favori. Mais à chaque fois, il fait une perf incroyable et les gens, ils se rendent pas forcément compte, vraiment du truc. Tout comme Mika, les gens, ils se rendent. Alors, Mika, il est incroyable dans sa façon de tourner. Mais ce que les gens, ils se rendent pas compte, c'est que Mika, il a préparé la DCC en un mois, en fait parce qu'il a fait que du kimono. En fait, il était parti dans faire que des super fights sans kimono. Sauf qu'en janvier, il y a son sponsor Kings, il lui dit, putain, Mika, ça serait bien quand même que tu tentes le Grand Slam cette année. Enfin, même après, le Super Grand Slam. Pour ceux qui connaissent pas, c'est gagner toutes les compètes importantes en kimono et terminer en gagnant la DCC à 2 semaines des Europes. Donc, ça, même 10 jours des Europes. Donc, en fait, à 10 jours il s'est décidé la veille de la fermeture des inscriptions pour les Europes. Ouais. Et donc, il a repris l'entraînement 10 jours avant les Europes. Donc, il a fait le kimono et on a vu quand même le niveau monter. On a vu aussi un petit coup de fatigue sur certains moments, certaines compétitions, pour ceux qui l'ont vraiment suivi. Et en fait, après les mondes, il y a eu un mois et demi jusqu'à la DCC. Donc, en fait, il a eu quand même un droit à une petite dizaine de jours de récup. Et après, il a fait que du sans kimono. Et t'imagines qu'il a gagné la DCC en faisant un mois de sans kimono, alors que tous ses adversaires, donc Luis Paolo, euh, Oliver Taza, PJ Barch et Wagner Rocha ne font que du sans kimono. Sauf peut-être Luis Paolo qui fait un peu de kimono aussi, mais récemment, il a fait que du sans kimono. Donc, c'est que des mecs qui font que du sans kimono. Et c'est pour ça les gens, ouais, putain, s'il y avait eu Rui Tolo, il se serait fait rouler dessus ou je sais pas quoi. En fait, rendez-vous compte de la performance qu'il a faite. Euh, parce que quand on regarde l'année dernière ce qu'il a fait sans kimono sur ses super fights, que moi, franchement, je l'ai vu à l'entraînement. Euh, Monter en puissance sans kimono, moi, il me faisait flipper à l'entraînement. Il est gentil et tout, mais il me faisait flipper. Moi, quand il me disait, viens, on tourne ensemble, il me faisait flipper. Et je le voyais vraiment monter en puissance. Je me dis, mais attends, mais. Et dans sa tête, c'était que Ruotolo, quoi. Ouais. Genre, je lui disais, ouais, bon, j'aime bien charrier toujours, hein, tu connais. Donc, j'aimais bien. En plus, je vois qu'ici, ça se lâche. Donc, bon, alors, tant mieux, c'est parfait, on y va. Et donc, je lui disais, ah, tu sais, que Ruotolo, son regard, il changeait. Je te jure, il pensait que à lui et il pensait que à la DCT en fait. Il pensait même pas au kimono. Et au final, il s'est soumis cet objectif-là. Et bon, voilà. Mais c'était une grosse perf qu'il a faite. C'était incroyable. Et voilà. Ouais. Toi, tu vis ça de l'intérieur, c'est super intéressant. Et on a vu hein, sur les 2 dernières années, toi, tu as fait le choix du move, enfin, de bouger de Rio pour aller à Sao À Paulo. São Paulo. Sao Paulo, et tu t'es impliqué, enfin, dès que tu as accroché avec l'équipe à Melki, ça s'est vu. Il y a eu un switch et on l'a vu sur, par exemple, moi je te suis aussi sur Instagram. Et ben, ok, on a vu un changement de mindset. Euh, Plus de réveils matinaux. Mm. Tiens, je vais enfiler le gui également. Euh, Quel impact direct, comment ça s'est déclenché en toi et comment tu t'es mis en place? Et je reprends un exemple. Euh, Par exemple, moi, je m'arrête pendant X temps, ou toi, tu avais ralenti pendant X temps. Tu dis, ben, quand j'ai repris, je me suis fait rouler dessus par des ceintures blanches. Ça m'arrive aussi. Mm. Euh, Comment toi, tu as repris directement chez Melki, sachant que tout le monde a quand même un certain niveau là-bas? Quelle fréquence d'entraînement? Tu vois, comment ça s'est passé? Ouais, en fait, déjà, la première chose, c'est que ici, bon, moi, j'ai eu l'habitude, j'ai été élevé là-dedans, de s'entraîner pour défoncer tout le monde, même à l'entraînement, tu vois. De soumettre, si tu peux soumettre 10 fois, tu soumets 10 fois, t'écrases, tu soumets, tu défonces, voilà. Parce que ce que tu fais à l'entraînement, c'est ce que tu fais en compétition. Et en fait, quand je suis arrivé chez eux, bah déjà, moi, ça a commencé, en fait, c'était en 2000, bah, l'année du Covid, en fait. Hein. Je suis allé à Manos les filmer pour BG Fanatics. Et donc, je sais pas si c'était la première fois ou si c'était la deuxième fois que j'y suis allé. Mais en fait, il y a un matin, Mika, il m'a dit, bon, allez, tiens, il m'a ramené un kimono, il m'a dit, tiens, viens t'entraîner avec nous, quoi. Tu vas faire quoi? Tu lui dis, non, vas-y, je veux pas. Et en fait, je voyais que ils étaient super cool, quoi, tu vois. Il n'y avait pas cette histoire de je vais te défoncer ou autre. Et en fait, ils essaient vraiment de tirer le meilleur profit de chaque partenaire pour pouvoir progresser. Exemple, en ce moment, on travaille les passages de l'admi-garde. Bah, tu vois, moi, j'aime beaucoup l'admi-garde, c'est quelque chose pour lequel je suis pas trop mal.
Et bah, ce matin, même en kimono, Mika m'a appelé et s'est mis dans ma demi-garde. Ouais. Et pour travailler ce qu'on travaille en ce moment, et bah, putain, tout le monde a... Et j'ai réussi à le renverser, tu vois. Ouah, en kimono. Ouah, tu vois. Ouah, putain, première fois de ma vie. Et c'est juste pour t'expliquer le truc. Et puis, quand j'ai réussi, c'était limite même lui, putain, félicitations, tu vois, il souriait, il était content, tu vois. Et c'était cool. Et c'est ça, en fait, l'esprit qu'ils ont, c'est à l'entraînement. Bien évidemment, en fait, l'intensité et l'envie, ils vont la mettre dans essayer des nouvelles techniques, essayer le nouveau jeu, essayer ce que le maître dit. En fait, c'est là-dedans qu'ils mettent de l'intensité et c'est pas dans l'intensité de vouloir défoncer l'autre. L'intensité, elle est mise dans la volonté d'apprendre des nouvelles choses et d'exécuter ces nouvelles techniques. Et donc, euh, voilà, donc c'est ça qui est cool en fait pour moi, c'est que ils tournent de cette façon-là avec moi et donc en fait peu importe le niveau que j'ai, que ce soit en kimono, sans kimono, bah ils vont faire ça en fait. Et donc c'est bien parce que même moi je peux m'exprimer. Alors des fois ils vont faire un jeu pour essayer de complètement empêcher mon jeu, et des fois ils vont complètement accepter mon jeu et en fait je peux m'entraîner. Et donc là, bah petit à petit quand même, j'arrive à reprendre du poil de la bête et j'arrive à, ça fait bizarre mais j'arrive à battre des ceintures vertes ou ceintures bleues qui ont 15 ans ou 16 ans, tu vois. Donc Ouais. c'est cool, je vois du progrès et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de voir que j'arrive à faire des choses. Après, est-ce que j'arriverai à gagner des compétitions de haut niveau ou autre, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, le progrès, il est là, ça fait plaisir jour après jour, semaine après semaine, et c'est cool. Après, ta capacité à gagner des compétitions, t'as quel âge là? T'as 37, 38? 38, bientôt 39. 38, bientôt 39. Euh, on sait, voilà, tu as déjà participé à des super compétitions et tout, mais même, on peut voir, dernièrement, tu as gagné la DCC Sao Paulo, Sao Ouais, Paulo, ADCC Open à São Paulo en en, master cette fois-ci. en La dernière fois, j'ai master. gagné en adulte, ouais. Et tu vois, dernièrement, j'avais Samuel Monin en interview et on parlait justement de niveau qu'il y avait en master. Avant, on disait, ouais, tu gagnais en master, c'était moyen. Maintenant, Mhm. bah, tu pourras en convenir. Tu vois bien, les gars qui sont en master, ça reste quand même des bêtes, quoi. Et Ouais, tu ouais. arrives encore à gagner. Mhm. Et puis quand on voit lors du dernier ADCC, Cyborg, Wagner Rocha aussi, qui ont mon âge, tu vois, 42, 43 ans qui sont quand même encore au top niveau. Voilà, il y a encore de belles choses à venir. Il y a encore de belles choses à venir. Ouais. Donc, c'est vrai que quand toi tu dis est-ce que je pourrais gagner encore d'autres compètes, ouais, tu le fais déjà, tu le vis. Tu le vis grâce aux entraînements que tu fais. Et je vais revenir sur ma question précédente. C'était quand tu as intégré l'équipe Melki Galvao, euh, combien de fois tu as commencé à t'entraîner par semaine avant de te sentir bien et comment tu as augmenté ta fréquence d'entraînement, si tu l'as Mhm. augmenté? Ouais. En fait, déjà, je suis arrivé ici en février, donc ça fait février, mars, avril, mai, juin. Ouais, on est déjà en septembre. Juillet, août, septembre, donc 8 mois. 8 mois que je m'entraîne ici. Après, je voyage pas mal. Bon, des fois, il y a des bobos, des fois, il y a des petites infections, des petits machins. Donc, c'est pas forcément 8 mois non-stop, les vacances scolaires et ça. Mais en plus, des fois, ça peut changer les horaires ici. Bon, ça a toujours un peu une réadaptation. Mais en gros, ce que j'essaie, là, sur le rythme que j'ai trouvé, qui est pas mal, c'est je fais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je fais 7h, 8h en kimono, 8h, 9h sparring sans kimono. Euh, un jour sur deux, je fais prépa physique. Après, et après l'après-midi, je fais l'entraînement, c'est lutte à livrer. Euh, et après, je rentre chez moi et je m'occupe de mes enfants et du reste. Ouais. Donc, ouais, je prends le mercredi pour me reposer, travailler aussi. Je travaille sur, bah ouais, forcément, il faut travailler un petit peu aussi, même si je travaille un petit peu tous les jours. Mais le mercredi, c'est vraiment, j'essaie de travailler tous les trucs que j'ai pas réussi à faire, qui sont un peu plus longs, j'essaie de les faire. Et le week-end aussi. Et c'est mon jour de repos pour pouvoir être performant jeudi et vendredi. Et je trouve que c'est pas mal. Avant, je faisais que les matins et je faisais ça tous les jours. Là, maintenant, j'essaie de faire la journée complète. Je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, on essaie de s'adapter et de trouver le bon équilibre, en fait. J'ai plein de questions là-dessus parce que moi, j'ai calculé de tête quand tu me dis, toi, ça te fait 4 jours d'entraînement par semaine. On Ouais. compte si tu as 2 heures d'entraînement le matin, une bonne heure, heure et demie l'après-midi, plus une heure de prépa physique tous les deux jours.
ça fait pas loin de 15 heures d'entraînement par semaine, ce qui est déjà Ouais. notable, Ça hein. fait 2, 3 heures et demie. Donc, quoi qu'il arrive, au minimum, il y a 3 heures et demie. Donc, 7, donc 15 Ouais. 15 au sol, plus la prépa. Donc, la Voilà. prépa, c'est 3 heures, on va dire. Donc, ça, on a 18 heures. Ouais. Voilà, tu vois, entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine, et ça condensé sur 4 jours. Alors, bien évidemment, oui, le mercredi, on récupère, samedi, dimanche, on récupère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais pour tenir le rythme sur ces jours d'entraînement. Tu le sais, hein, et je le sais, il y a Mm. tout à prendre en compte, hein, le sommeil, l'hydratation, tout ça. Justement, j'aimerais que tu me parles dans le détail comment tu dors, si tu planifies un peu ton sommeil le soir, ton hydratation, comment tu bois, Ouais. quelle quantité, tu vois, comment tu manges entre les séances, si tu manges entre les séances pour pouvoir tenir toute la journée et déjà 2 jours consécutifs à ce rythme-là. Ok. Bah, déjà, le matin, je mange forcément. Je prends un bon petit déjeuner équilibré, protéines, glucides, bien boire de l'eau et tout. Alors, je vais pas rentrer forcément dans les détails, détails, détails. En plus, là, j'ai changé, j'ai pris une autre nutritionniste, donc ça va un petit peu changer, je pense, tout ça là, parce que je mangeais pas assez. Donc voilà. Après, je vais à l'entraînement. C'est un truc qu'on avait discuté ensemble. En fait, bon, il fait chaud au Brésil, il fait humide, et je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, donc je perds énormément d'eau. Et tu vois, le petit truc que tu m'as conseillé, que tu m'as dit de faire, bah, ça a super bien marché. Moi, je transpirais tellement et même si je buvais beaucoup d'eau, ça suffisait pas. Et j'avais tout le temps mal à la tête, bah, déshydratation, j'imagine, etc. Donc, maintenant, je rajoute dans mon eau, comment on dit en français, je sais plus le cul. Électrolyte? Ouais, des électrolytes, voilà. Euh, donc, je rajoute ça dans mon eau et ça a tout changé. Du coup, je peux transpirer et m'entraîner tranquillement sans être préoccupé. Voilà, après mes 2 entraînements, enfin, après mes 2 heures d'entraînement du matin, je fais ma petite prot et mon petit fruit. Mais pareil, ma nutritionniste, elle m'a dit que c'était pas assez, forcément. Donc, bon, je vais voir ça avec elle après. Mais après, je fais ma prépa ou alors, bah, je fais ça, je fais mon travail sur les réseaux ou autre. Après, je vais manger. Pareil, dans mon plat, j'essaie d'équilibrer, tu vois, j'essaie de mettre la même portion de légumes que je mets en glucides et que je mets en protéines. Bon, ça a vu le nez, a vu l'œil comme ça. Mais pareil, ça va être un peu plus cadré maintenant avec ma nouvelle nutritionniste. Et donc, je fais mon entraînement et après l'entraînement, pareil, je refais une petite collation et après le soir, et après je mange le soir, pareil que le midi à peu près. Après, c'est le repos ouais, qui est très important parce que bah en fait, je dors pas assez la nuit parce que bah il y a la vie de famille. Donc, je me couche au minimum à 21h30 et au maximum à 22h, 22h30. 22h30, c'est la merde si je fais ça, mais des fois, il n'y a Ouais, pas le choix. Et je me lève à 4h30. ouais, Donc, ça fait pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que j'essaie de faire, j'essaie de faire des siestes ou j'essaie de faire des micro-siestes ou j'essaie de faire de la méditation. Voilà, je me mets ma petite musique 412 Hertz là ou je sais pas quoi. ouais, Je ferme les yeux. Ça marche vraiment pas mal. Et ça te permet vraiment de décoller et de relâcher complètement. Ça marche bien. Là, je me suis acheté aussi aux États-Unis les bottes de compression là, ça marche bien aussi. Et puis voilà, les sièges, j'essaie de les faire après chaque entraînement en fait. J'essaie au moins de prendre 10 minutes, entre 10 et 30 minutes en fonction du temps que j'ai. J'essaie d'en faire 2, 3 par jour. Comme ça, j'essaie de rattraper ce petit manque. Et puis voilà, ouais. Mais c'est déjà bien. Moi, ça donne déjà c'est pas beaucoup mal. d'indications. Toi, sur ce que tu me dis, c'est souvent le problème que je rencontre avec les personnes qui s'entraînent beaucoup chaque jour. C'est manger assez, boire assez, dormir Mm, assez. Parce que ben, toi, si tu veux t'entraîner beaucoup, ben, tu es obligé d'aller déjà dès le matin. Donc, ça veut dire que tu as une contrainte horaire le matin en termes de réveil. mm, 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 Tu peux pas forcément faire la sieste pour tout le monde, hein. Il y en a qui bossent aussi en journée, mais voilà, il y a ça. Des fois, les entraînements le soir. Et puis après, il y a le repas. Il y en a qui bossent en journée. Moi, à un moment, je faisais surveillant dans un lycée pour pouvoir payer mes voyages au Brésil. Ouais, Hein, pour ceux qui disent, ah, bon, bref, je faisais ça pour des petits extras en plus. Et je vais aller dans les toilettes pour dormir 10 minutes. J'entrais dans les toilettes, j'éteignais la lumière. Oh, je me foutais comme ça, je faisais ma petite micro-sieste. Et puis, j'étais reparti, tu vois.
En fait, il faut vraiment avoir cette sensation de relâchement complet. Enfin, tu vois, vraiment comme si ton corps, il relâchait complet. Et franchement, si tu arrives à avoir cette sensation-là, bon, tu le sais, je pense que c'est ce que tu fais aussi, mais Oui. si tu arrives vraiment à avoir cette sensation-là, bah, derrière, tu peux vraiment repartir presque tout neuf, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est pas un truc qui est très compliqué à trouver, en vrai, même si tu travailles la journée, quoi. Ouais, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien cette histoire de relâchement, c'est pas une histoire mystique, hein, d'être bouddhiste ou quoi que ce soit. C'est vraiment Mm. un état dans lequel on se met volontairement. C'est déjà de se mettre immobile, expirer, voilà, relâcher et commencer à détendre la mâchoire, détendre les épaules, détendre le diaphragme, hop, et se laisser aller, voilà, un petit peu. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Euh, je revenais à toi sur cette organisation intra-journée, sur les gens aussi qui ne mangent pas assez, parce que ben, 3 heures, 4 heures d'entraînement, c'est aussi ben, beaucoup de dépenses caloriques, beaucoup Ouais. de dépenses énergétiques. Et on sait que la nutrition et l'hydratation ont pour vocation de compenser les pertes, mais aussi de préparer aux pertes à venir. D'où l'importance, comme tu l'as dit, de manger en amont. J'ai fait Mm. d'ailleurs une vidéo il n'y a pas longtemps sur quoi manger avant l'entraînement. Et comme j'explique, ça dépend de l'heure à laquelle tu t'entraînes, du type d'entraînement que tu vas avoir et plein de choses. Je vous inviterai à regarder cette vidéo. Donc, c'est important d'avoir assez de fuel avant de s'entraîner et de manger, récupérer un peu après l'entraînement. Ce que tu fais aussi, hein. Tu dis shaker fruits. Eh ben, c'est bien, shaker fruits, on apporte des choses, mais potentiellement, d'un point de vue Là, c'est calorique, pas assez. voilà, pas assez. Après, si on prend en compte encore le côté repas le midi, et comme je sais que tu prêtes attention à la qualité de ce que tu manges, moi aussi, et en fait, il y a un défaut là-dedans, c'est que comme on prête attention à cette qualité, donc on s'oriente vers des aliments naturels, on va dire sains, mais bon, naturels, et donc du coup, Mm. de par nature, les aliments naturels sont pas très riches, pas très denses en calories. Les seules choses qu'on pourrait qualifier de denses en calories, c'est tout ce qui contient beaucoup de graisse. Et en fait, les graisses, c'est ce qu'on déconseille de consommer trop juste après l'entraînement ou juste avant l'entraînement parce que ben, ça ralentit un peu la digestion et donc ça perturbe un peu l'assimilation. Donc il y a toute cette difficulté. Il faut prendre du recul, il faut voir aussi voilà, comment on digère plein de choses. Mm. Ça, je sais que tu fais attention à ça. Là, on a parlé, tu nous as parlé de ta journée quand tu es dans tes entraînements. Tu parles du mercredi, jour de repos. Est-ce que tu agences ta, on va dire, récupération, mais ta façon de faire au niveau alimentation, au niveau gestion du repos sur ces journées? Ouais, pas du tout. Non? C'est de la merde ce que je fais, bordel. Ah non, bah justement, en fait, je me rattrape de ce qui n'a pas été assez mangé. Eh ouais. Donc je mange pas mal. Enfin, en vrai, je mange la même quantité, on va dire, voire un peu plus même des fois, pour rattraper un peu ce qui n'a pas été mangé. Donc c'est pour ça que j'ai un peu, on va dire, je perds du poids, mais après je le reprends et après enfin, ça fluctue un peu. Mais sinon, ouais, non, si je peux, j'essaie de faire aussi une grosse sieste. Ça aussi, c'était bien réparateur. Une vraie grosse sieste de plus d'1 heure, tu vois. Moi, je ne mets même pas le réveil, tu dors, quoi. Et puis tu te réveilleras quand tu te réveilleras. Si c'est possible. Si j'ai réussi à faire tout le taf, ou autre, bah, je le fais, sinon, bah, tant pis. Euh, Puis voilà, non, après, en vrai, c'est plus dans les journées où c'est chronométré comme ça, où j'essaie de faire mes choses, on va dire, le plus sérieusement possible Ouais, pour pouvoir avoir la meilleure récupération. Mais c'est vrai que dès que tu es sur des journées, en vrai de repos, bah, t'es un peu moins calibré et des fois tu perds du temps pour rien sur des choses, sur des détails, genre même Internet, tu vois, tu vas scroller et puis tu regardes le temps, putain, t'as perdu 1 heure. Hein. c'est ça. L'enfer! L'enfer, ce truc-là. L'enfer. Ah là, ouais, c'est l'enfer vraiment. Et ouais, non, du coup, non, c'est juste essayer de dormir si je peux dormir, de bien manger si je peux bien manger, et puis voilà, mais en vrai, il y a la vie de famille, la vie d'entrepreneur, et toutes ces choses-là qui sont à côté, donc ils sont aussi difficiles à calibrer, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et oui, et puis c'est indispensable aussi parce que c'est ce qui te permet de vivre aussi la vie que tu as aussi actuellement. Ça, c'est indispensable. On a parlé du fait que tu avais gagné une compétition bah, de très bon niveau dernièrement. C'est pas la seule que tu as fait depuis les 2 dernières années, hein, les Ouais, 18 ouais. derniers mois. Souvent, bah, il y a une perte de poids qui est impliquée bah, donc, pour faire le poids. Souvent, j'observe que c'est une pesée la veille, souvent. Euh, Mhm. combien, est-ce que tu pourrais nous dire, en gros, combien tu as de poids à perdre? Bien sûr, je sais que ça dépend d'une organisation à Euh, une autre, mais
Combien t'as? Comment tu gères les choses? Bah écoute, en général, j'ai un peu entre 3 et 4 kilos à perdre. Et comme j'ai dit que je transpire beaucoup, bah je les perds en général le jour même de la pesée. Ce qui est la veille en fait. Donc tu vois, par exemple, j'ai fait l'AIGA avec la team Galvao là. Et donc c'est ça, c'est pesé la veille. Et donc j'ai dû perdre quoi, j'ai dû perdre 4 kilos pareil. Et j'avais déjà perdu avant, j'avais fait comme compète le week-end d'avant. Bah, j'avais fait l'ADXC à Paris Ouais, c'est ça. et j'avais aussi perdu. Et là, c'était 72 kilos là. Et je faisais 80 à la base, même plus. Et donc j'ai perdu. Et donc sur l'eau, bah, c'est ça, j'ai à peu près perdu 4 kilos aussi. Donc j'étais déjà descendu à 76. Ouais. Voilà, ouais, non, c'est ça. C'est comme je perds beaucoup, je perds relativement bien sur l'eau. Bah, je le fais comme ça quand c'est pas des. Après, quand j'ai beaucoup de poids à perdre comme ça, comme pour la DXC, bah, je me prends 3 4 semaines avant, j'essaie de perdre les 2 3 kilos en plus, voilà, en réduisant un petit peu les calories, etc. Et puis derrière, bah, je fais sur l'eau, hein. Ouais. Je suis content que tu aies dit que tu avais pris plusieurs semaines quand même pour perdre du poids parce que souvent il y en a qui, tu sais, ils se suivent et ils disent, ah, il a perdu 8 kilos pour la compète et ils imaginent que le gars perd Ah ouais, forcément, non, tu non. vois, comme on voit à Non, l'UFC, les gars qui perdent des kilos et des kilos. Non. Rémi, il m'avait dit, Rémi, mon préparateur physique, et qui connaît bien aussi les cuttings et tout. Je sais plus si, tout est noté sur mon portable, mais je sais plus si c'est 7 ou 10%. Tu peux perdre jusqu'à 7 ou 10% de ton poids de corps sur l'eau. Bon, c'est énorme, hein. C'est pas du tout ce que je perds, mais c'est le maximum que tu peux perdre. Et ça, c'est vraiment quand tu as vraiment beaucoup de temps de récupération. Mais attention, je dis tout ça, mais il faut vraiment, vraiment bien connaître. Euh, Moi, j'ai la chance de bien connaître avec toutes ces années de pratique. Au début, j'ai fait que des bêtises. J'ai fait toutes les bêtises possibles, euh, plus ou moins. Mais j'ai tout. Comme en fait, ce qu'il y a de bien avec la lutte à livrer, et je le remarque en fait ici là, c'est que on est toujours très proche des gens du MMA. Donc, on a quand même beaucoup d'échanges avec les gens du MMA. Et même si au final, j'ai quand même beaucoup appris de choses tout seul, on va dire que ça, c'est les choses que je faisais se sont confirmées en étant auprès de ces gens-là qui s'y connaissent bien et qui font que ça quasiment pour perdre leur poids et ou beaucoup le font en tout cas. Et du coup, j'ai pu vraiment, on va dire, me professionnaliser là-dedans et être beaucoup plus carré. Je peux vraiment dire, bah en fait, c'est moi qui me suis occupé du cutting de Mika et de Diogo pour la DCC, enfin même de toute l'équipe en fait. Ça a été aussi une moto qui passe. Je sais pas si vous entendez. T'entends la moto qui passe? Non? Ah, Non. c'est magique les micros que j'ai, hein. Euh, et du coup, ouais, c'est moi qui me suis occupé de leur cutting sur place. Et parce que, bah voilà, on a essayé, avec toutes ces années-là, j'ai appris beaucoup de choses. Et attention, c'est vraiment des choses qu'il faut pas faire tout seul, et faire ça avec des gens qui s'y connaissent vraiment. L'idéal, c'est avec des gens, des médecins, mais la plupart des médecins, ils savent pas faire, ils connaissent pas. Donc voilà, c'est de vous renseigner et de voir des gens qui s'y connaissent vraiment parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment dangereux si c'est mal fait. Et voilà, parce que là, on en parle comme ça, mais Ouais. il a perdu 4, il a perdu 8, il a perdu. Mais c'est fait professionnellement et je sais comment faut faire et voilà. Faites attention. Faites pas ça avec Ouais. n'importe qui, n'importe comment. Et même, tu vois, par exemple, c'est une question comme ça, pour toi, pour les sensations que tu as. Tu sais, même si tu te pèses la veille et que tu as le temps, on dirait que tu as 24 heures pour te réhydrater et autres, est-ce que Mm. tu sens tout de même que tu as, quelque chose qui te manque Ouais. ou tu retrouves ton énergie? Ça, en plus de Non, l'adrénaline de la compète. non, après, t'es un petit peu, forcément, si t'as pas c'est comme une perte de poids en vrai, hein. De toute façon, t'es fatigué au moment, t'es plus fatigué que si jamais t'avais pas fait de régime. Donc, c'est la même chose. Bah ouais, t'as un petit coup de mou. En fait, ce que je remarque plus, c'est sur l'après-compétition, en fait. Quand t'as fait vraiment un régime, enfin, quand t'as fait un cut hydrique et quand tu l'as pas fait, la récupération, elle est pas la même, tu vois. Ouais. Enfin, faut vraiment, vraiment, faut bien se réhydrater, bien manger, etc. Mais malgré tout, tu vas avoir quand même un petit coup de mou sur 1 ou 2 jours, quand même, parce que ton corps, bah, il faut qu'il encaisse quand même le truc, quoi. Alors, on va dire, c'est comme si tu fais un gros entraînement, que tu as été déshydraté, et puis bon, bah, le temps de te réhydrater, quoi qu'il arrive, l'entraînement a eu quand même un impact sur ton physique, c'est que bah, tu vas mettre un peu plus de temps pour récupérer, quoi. Ouais. Nico,
J'aimerais qu'on profite de toi et de ton implication dans la team Galvao. Et tu l'as évoqué juste avant, tu étais très impliqué à la DCC. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu de l'intérieur, un petit peu en amont, tu vois, sur la préparation à DCC? Quel a été ton rôle dans cette préparation? Dans la préparation, sur place, parce qu'on t'a vu ben, dans le coin, quoi, tu vois, vraiment faisant partie de la team très très rapprochée, du cercle rapproché. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Après, je vais pas vous mentir, je peux pas tout dire. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui veulent garder. Enfin voilà, le mestre m'a demandé de pas communiquer sur tout ce qui est fait au quotidien. Mais je vais te dire tout ce que je peux te dire, en tout cas. Moi, comment je joue un rôle avec eux? Bah, déjà, c'est de par mon expérience à DCC, de par de mon expérience de toutes ces années. Euh, le Mestre est très, 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 très compétent. En vrai, ils auraient même pas besoin de moi. Mais je pense que la perf, elle aurait pas été la même si j'avais pas été là aussi, je pense. Bon, même eux me l'ont dit. Mais je pense pas que ça aurait changé la victoire. Mais je pense que ça aurait changé la façon dans laquelle ils ont été présents et aussi la perf, on va dire avant tout aussi attends, de me mettre dans une autre position qu'aller au bord du tatami. Euh, mais tu vois, par exemple, Diogo, on a eu une discussion ensemble, tu vois, en janvier ou février. Vraiment la discussion de, OK, j'ai gagné la DCC, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour le regagner et qu'est-ce que je dois faire pour le gagner différemment? Et moi, je lui ai tout de suite dit, je lui ai dit, écoute, il faut que tu finalises. Je dis, faut aller chercher ça. C'est pas ton jeu, est-ce que tu en seras capable ou autre, je sais pas, mais en tout cas, on peut travailler des choses. Ah, ok, d'accord, et qu'est-ce que tu me pensais? Et moi, je lui ai dit, écoute, je pense que ce qui peut se combiner le mieux avec ton jeu, bah, c'est ce que je fais, c'est des triangles de bras et des guillotines. Et en tout cas, moi, c'est ce que je peux t'apporter. Et il m'a dit, bah écoute, vas-y, c'est parti quoi. Et en fait, bah, de février jusqu'à la DCC, j'ai essayé de lui apporter du mieux que j'ai pu. On n'a pas eu énormément de temps en fait à vraiment travailler ensemble. On a eu peut-être 5, 6, peut-être 8 sessions maximum ensemble à pouvoir vraiment travailler ça. Et j'essaie de le corriger au quotidien quand je le voyais à l'entraînement et tout. Après, c'est pas facile à trouver un équilibre avec le maître parce que je suis pas son maître, hein. On va dire que je suis un assistant coach, tu vois. Donc, c'est pas facile. Puis le maître, il est quand même imposant, donc il fait un peu flipper des fois. Donc, on va pas trop s'imposer, mais voilà, j'ai essayé en tout cas de lui apporter ça. Et puis bon, bah ça a payé, hein. Il a finalisé 2 personnes. Il a quand même mis très en danger enfin, il a mis en danger, on va pas dire très en danger, mais il a mis en danger Fabricio. Je pense qu'il lui a manqué 2, 3 mois de travail là-dessus pour pouvoir peut-être finaliser Fabricio aussi sur le triangle de bras. Euh, et pareil l'autre aussi, parce qu'il s'est retrouvé dans des positions où il y avait possibilité. Et donc voilà, on est très proche avec Diogo, vraiment, hein. C'est vraiment un bon gars. Et ouais, il peut vraiment me demander n'importe quoi. Voilà. Je serai toujours là pour lui. Franchement, il m'a vraiment beaucoup aidé et on a vraiment une bonne relation. Mika un peu plus différent. Mika un peu plus dans les nuages. La tête dans les nuages est un peu différent. Mais par exemple, aujourd'hui, je sais pas s'ils vont sortir la vidéo, mais aujourd'hui, par exemple, il m'a demandé tout ce que je faisais, toutes les compressions que je faisais avec mes coudes là. Et du coup, il s'est entraîné aujourd'hui à faire que ça. Donc tout le monde était très content. C'était très sympa. Mais je sais pas s'ils vont sortir la vidéo là-dessus parce qu'ils ont filmé tout ça. Ils ont filmé à l'entraînement ça et donc j'ai dit que ça serait sympa. Bon, on verra bien. Euh, mais Mika, ça a été plus, on va dire, un réconfort émotionnel, on va dire, tu vois, mon rôle. Parce que bah, le papa est très dur, hein, très dur avec lui. Enfin, c'est très dur en fait d'être, en vrai, c'est très dur d'être papa et entraîneur. Et, et le père, il n'était pas forcément là pour être le papa, tu vois. Donc, on va dire que j'ai essayé d'avoir ce rôle-là un peu réconfortant dans les moments un peu difficiles. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo sur la DCC Behind the Scene, donc derrière, dans les coulisses, quoi, avec Mika Galvao. Et à un moment, bah, après PG Barch, il a eu un gros moment de blues, quoi, de pleurer et tout. Il s'est complètement lâché. Et bah, le père, il était aussi avec Diogo. Donc, ça a été un peu mon rôle de lui parler, d'essayer d'être là c'est plus le père qui l'a ressaisi, qui lui a dit, oh, 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 qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas fini là. Oh, il y a la finale et tout, on y va, tu vois. Mais du coup, j'étais un peu là pour essayer d'équilibrer ça et de lui montrer qu'aussi on était là pour lui, tu vois.
et pas que côté performance, tu vois, avoir ce côté aussi un peu humain avec lui. J'essaie d'avoir ce rôle-là aussi, pareil sur la perte de poids avec lui. Et puis, en fait, il m'appelait le Faisto, le mec qui fait tout, tu vois, l'homme à tout faire. Donc, c'était moi qui allait faire les courses. C'est moi-même qui ai nettoyé le caca quand les toilettes étaient bouchées. C'est moi qui ai nettoyé les caleçons de Diogo. C'est moi qui faisais le sparring pour Mika parce qu'il n'y avait pas de poids lourd dans la team. Poids lourd, euh, proche de son poids. Je sais pas, c'était moi des fois qui conduisais, moi qui allais. Enfin, voilà. C'était un peu mon rôle. Pareil, Diogo sur l'arrivée, il a eu les 2, 3 premiers jours un peu stressé, mal, tu vois. Et du coup, je l'ai un peu récupéré, je l'ai un peu emmené se promener. On est parti faire des choses comme lui, il voulait un peu les faire aussi, tu vois. Tu vois, il préférait faire les choses tôt le matin, donc on s'est levé tôt et on est parti faire des choses ensemble, prépa physique ou autre. On est parti bouffer aussi, tu vois, on est parti dans un resto pour tu sais, décrocher un petit peu de ça. Voilà, j'essaie d'avoir un peu ce truc-là, ce rôle-là. En vrai, je suis allé là-bas, je savais pas trop comment j'allais pouvoir m'insérer dans le groupe parce que, bah, encore une fois, le Mestré, c'est le Mestré, quoi. Ouais, mais Donc, moi, ce qui me parle, toi, c'est que je sais comment ça se passe sur les réseaux. Tu le sais, il y a beaucoup de gens qui t'ont critiqué sur plein de niveaux. Donc, des gens qui te disent que t'as le melon et autres. Mais là, on voit que tu as cette notion d'humilité et d'effacer ta personne au profit du groupe. Tu vois? C'est ça aussi qu'on peut voir. Et que, non, mais ceux qui sont avec ceux qui ont été mes élèves ou ceux qui me voient au club, je pense et j'imagine quand même que ils ont cette image de moi. J'adore enfin, encore une fois, je l'ai dit hier, ceux qui sont avec moi, ceux qui sont dans ma team, mais je suis prêt à tout pour eux, quoi. Vraiment. Et c'est pour ça que souvent, on m'a pas trop aimé dans des compétitions, mais parce que j'étais là pour mes élèves ou j'étais là pour mes amis, tu vois. Ceux qui sont avec moi, bah, on est ensemble du début à la fin, tu vois. Et il y a pas de, et j'en ai rien à faire et je suis là pour dire les choses et je suis là pour faire ce qu'il y a à faire pour gagner, tu vois, ou pour faire gagner mon pote. Et j'en ai rien à faire de ce que les autres y diront, j'en ai rien à faire de ce que les autres pourront faire. Je m'en fous, quoi. J'en ai rien à faire et c'est pareil dans le business, tu vois. Les mecs qui sont là avec moi, tu vois, par exemple, Diogo, il me dit n'importe quoi. Il me dit demain, j'ai plus osé, demain, je serai là pour lui parce qu'il a fait énormément de choses pour moi et il continue de faire énormément. Bon, il le sait pas, hein, mais je lui ai pas dit, mais voilà, voilà, les mecs sont avec moi, ils sont avec moi, tu vois. T'es plus avec moi, pas de souci. Enfin, fais ton chemin et tout. Je serai pas là en tout cas pour te mettre des bâtons dans les roues. Pas comme des fois, il y en a certains qui aiment bien faire avec moi, mais voilà, je peux te dire, je serai avec toi, quoi. Donc voilà, il y a aucun problème. Je sais m'effacer et je sais aussi penser à moi. Je sais faire les deux. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi d'avoir cette expérience sur du haut niveau, parce que j'ai déjà eu cette expérience-là avec mes élèves, tu vois, d'être là, d'être présent, pareil, aller chercher l'eau, faire des massages, tu vois, faire en sorte que la personne elle se sente bien pour la compétition. J'ai toujours essayé de faire ça. Donc voilà, et de là d'avoir cette expérience-là sur du haut niveau et de voir que ça a bien marché et qu'il y a eu les points, on va dire une bonne partie positive dans la performance, bah c'est cool, quoi. c'est maintenant que tu as atteint ça, c'est quoi la suite pour toi chez Melky Galvao, mais aussi d'un point de vue individuel par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, la gestion des clubs, l'ouverture de clubs et la continuité de tes stages. C'est quoi l'avenir pour toi, l'avenir proche? Voilà, alors, ok. Je vais commencer avec en tant qu'athlète, en tant que compétiteur déjà. Bah écoute, en fait, la DCC il est passé et Diogo il m'a dit, bon déjà il y a le Mestre qui me l'a dit aussi, mais il y a Diogo qui m'a dit, euh, est-ce qu'on partirait pas pour, il a appelé ça The Last Dance. Pourquoi on ferait pas The Last Dance? Je fais comment ça The Last Dance? Bah t'as 2 ans, les sélections c'est dans 2 ans. T'as 2 ans pour te préparer, t'auras 2 chances, prépare-toi pour ça. Et puis nous on sera là pour t'aider, tu vois. Donc il y a lui, j'ai eu une discussion aussi avec le Mestre qui m'a dit, écoute. Bah, c'est pas impossible. Maintenant, il y a ça à travailler. Et t'as 2 ans pour, enfin, en vrai, c'est pas 2 ans, ça sera un an et demi. Donc, t'as ce temps-là pour travailler. Et puis, bah, écoute, nous, on est là pour t'accompagner, quoi. Donc, écoute, voilà. Ça, c'est le projet en tant que compétiteur. On verra où ça va me mener. En tout cas, je vais tout mettre, je mets toutes les chances de mon côté pour que ça marche, ou en tout cas, arriver, avec la meilleure version de moi-même, sur les sélections ADCC pour pouvoir me qualifier à la DCC et peut-être faire des belles choses.
Donc ça, c'est sur le point de vue compétiteur. Ah, attends, alors attention, je suis très très loin d'être au niveau parce que bah, voilà, je suis pas du tout au niveau. Mais l'idée, c'est de préparer ça. J'ai un an et demi, 2 ans pour pouvoir arriver à ce niveau que j'ai besoin pour me qualifier dans un premier temps et après peut-être faire quelque chose à la BCC. Après, au point de vue, on va dire, entrepreneur dans l'équipe, bah écoute, c'est moi qui ai refait déjà leur site internet. C'est un cadeau que j'aurais fait d'ailleurs. Je l'aurais refait parce que c'était une catastrophe. Et du coup, j'essaie de leur restructurer ça sur le point de vue euh, présentation, on va dire, présentation, marketing un peu de leur club. Enfin, de leur club et des training camps, tout ce qu'ils ont. Enfin, parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout de site internet pour ça. Ils sont très forts sur la réseau, ils sont très forts sur certaines choses, mais sur certaines choses où moi, je pense, pas trop mal. Bah, ils étaient très mauvais, donc j'ai essayé d'apporter cette petite pierre à l'édifice. Et puis, bah, pareil, on parle énormément avec le MSC sur, bah, même avec Diogo ou avec Mika, on essaie de parler pas mal aussi, point de vue business. C'est que les gens, ils se rendent pas compte aussi ça, mais Diogo et Mika, c'est peut-être les seuls athlètes dans le milieu qui donnent pas de cours particuliers et qui n'ont pas forcément besoin de donner des stages pour vivre, en fait, de ça. Tu vois, et ils sont sponsorisés et ils sont payés pour combattre. Et il y a personne d'autre, je connais pas d'autres athlètes qui sont comme ça, qui n'ont pas besoin de donner des cours particuliers, qui n'ont pas besoin des stages. Des stages, ils en donnent parce que bah, c'est aussi pour connecter avec leurs fans et tout. Ah oui. Puis parce que aussi ils aiment bien ça, c'est une bonne expérience. Mais en vrai, ils n'ont pas besoin de ça, tu vois. Et, et donc l'idée un peu, c'est de construire, c'est de leur apporter aussi un peu mon point de vue sur tout ça, mon expérience, et puis essayer de les aider là-dessus. Puis après, moi personnellement, bah écoute, pour te dire toute la vérité, je craque un peu avec les clubs sur Paris Ouais. parce que je craque un peu. Je vais pas du tout les laisser ou autre. Je kiffe et tout, mais ça devient en fait très très dur de travailler sur Paris. Les loyers, les rémunérations pour les profs qui ont la rémunération qu'ils méritent. C'est pas ça, hein, mais c'est eux, ils ont besoin de vivre aussi derrière, donc t'es obligé de les payer d'un certain montant pour que lui derrière il puisse vivre hein, correctement. Puis bah tous les problèmes en fait avec Paris, les Parisiens, tu vois, où euh, en fait depuis le Covid, les gens, alors bien évidemment, j'ai déjà vécu dans un appartement où les gens autour ils faisaient beaucoup de bruit et c'était vraiment insupportable. Et en fait depuis le Covid, avant le Covid, j'ai jamais eu de problème d'insonorisation ou de problèmes sonores avec les voisins. Et Ouais. depuis le Covid, en fait, c'est devenu les gens ne supportent plus en fait du tout le bruit et ne veulent plus faire d'efforts en fait pour ça. Je les comprends très certainement, mais ça veut dire que j'ai dû fermer République, j'ai ouvert une autre salle, mais dans cette salle c'est le même problème. Donc on espère pouvoir résoudre le problème. Donc j'ai toujours 3 salles sur Paris. Mais du coup, bah le bon côté dans tout ça, c'est que j'ai ouvert ma première salle et qu'on va ouvrir en fait là même lundi inauguration de la salle NR Fight à Nancy avec Mehdi Madawi. Et donc c'est ma première salle en province. Et du coup, bah, les loyers, ça n'a rien à voir. Et on peut avoir une vraie belle surface où je peux avoir une cage à l'intérieur. Je peux avoir aussi, j'aurais pas de problème d'insonorisation ou sonore avec les voisins parce que bah, c'est sur une zone commerciale. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'habitation. Donc voilà, chose qui est très compliquée à Paris. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Et donc voilà, et peut-être que ce sera la suite pour NR Fight, quoi. Ce Ouais. sera peut-être de se développer en province et d'aller ouvrir des clubs en province pour me continuer de développer. En fait, c'est surtout pour apporter les sports de combat à tout le monde, en fait, tu vois, parce que il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui me demande ouvre un club, s'il te plaît, dans ma région, ouvre un club, s'il te plaît, dans telle ville, ouvre un. Les gens, en fait, il y a pas grand-chose en France, en dehors de Paris. À Paris, il y a une grosse concurrence. Il y a beaucoup de clubs et puis c'est des tarifs impossibles, quoi. On peut pas. En fait, j'en parlais dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. En fait, il y a sur chaque abonnement, on paye. Alors, l'État collecte 20% de TVA. Alors aujourd'hui, je vis au Brésil, donc j'ai cette chance de pas avoir besoin de payer plus d'impôts. Alors, je sais pas comment prendront les gens, ils prendront comme ils veulent. Mais en fait, moi, je me paye la même chose aujourd'hui comme je me payais avant de partir. Donc ça me change genre rien, mais et ça veut dire que je peux.
mettre plus d'argent dans ma société et essayer d'investir plus. En fait, c'est plus comme ça que je fais. C'est pas, je vais pas m'acheter une Ferrari ou autre. C'est pas trop mon truc. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un va payer 100 euros au club, il doit donner 20 euros à l'État. Sauf que quand la personne, elle paye, en fait, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde le montant qu'elle paye et ce qu'elle va avoir en face. Ouais. Sauf que moi, je peux pas lui proposer un service peut-être qui sera en adéquation avec le prix parce que il y a déjà 20% qui partent. Tu vois, j'ai rien contre payer des impôts, j'ai rien contre payer la TVA, mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de payer la TVA ou le payer des impôts. Le problème, c'est euh, comment le prix va être perçu par le client au moment où il va payer. C'est ça que les gens ils comprennent peut-être pas. C'est ça le problème, parce que moi j'essaie de mettre le prix en adéquation avec nos services, mais aussi en adéquation avec ce que je dois payer, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça l'équilibre à trouver. Et je pense que là on l'a trouvé. Franchement, on fait une belle rentrée, ça marche plutôt bien. Je suis assez content. J'ai travaillé dur pour que cette rentrée se passe bien, et je suis assez content des résultats qu'il y a pour l'instant. Donc voilà, et puis après, bah, continue de se développer en province, comme je t'ai dit. Sur les réseaux, bah, continue de me développer tranquillement à mon rythme sur les réseaux. Et puis, et puis voilà. Les stages toujours au Brésil? Ah ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, il y a les stages aussi. Alors, l'idée, en fait, pareil, je vais pas en proposer 1000. Je vais en proposer qu'un seul tous les ans, en février. Les gens qui veulent venir, bah, c'est en février. Et de toute façon, j'ai compris aussi que les gens, ils savaient que le février, c'était mieux que n'importe quel autre mois, parce qu'il y a le carnaval, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait beau. Et puis parce que c'est l'hiver en France ou en Europe. Et donc, ça permet de couper l'hiver. Là, je lance aussi mon stage en novembre à New York. J'ai eu beaucoup Ouais. de demandes, donc à voir comment ça va fonctionner. C'est un week-end, sur un week-end, un camp d'entraînement avec mon ami Jardin là-bas qui a ouvert sa salle sur Manhattan. Et donc on va faire un camp comme ça là sur le 2 et 3 novembre. Je vais en profiter aussi pour aller à BG Fanatics pour filmer des nouvelles vidéos. Puis voilà, puis bah continuer quand je viens en France de donner mes cours aux élèves, aux adhérents, mais aussi aller à la rencontre des autres clubs affiliés et essayer de continuer comme ça, sans trop me prendre la tête, arrêter d'essayer de chercher la formule magique ou autre. En vrai, je pense que cet équilibre-là, il me va bien et que ça va bien fonctionner. Parfait. Ben, merci Nico. Pour celles et ceux qui se demandent comment contacter Nico, si vous savez toujours pas, c'est sur Instagram et sur YouTube, mais de toute façon, je mettrai les détails dans le descriptif de la vidéo. Nico, je voulais vraiment te remercier pour ce partage. J'ai Bah, bien c'est moi pris qui te en compte remercie. l'objectif 2026, donc on va suivre ça avec attention et possiblement tu seras de retour sur la chaîne très prochainement. Avec plaisir. Les Jujiteros et Lutadores, merci de nous avoir suivis jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Allez vous abonner aussi sur la page de Nico. Et puis je vous dis à la prochaine. Paro! Au ça.